Wahiti mahana ini ay tipinuae Kahiri mo amay timata imara amue Elle nous a emportés pour éclairer la voix des femmes. Et je voudrais adresser en premier lieu donc mes salutations aux organisateurs de ce colloque et les remercier de nous avoir tous rassemblés aujourd'hui et depuis quelques jours afin de témoigner des actions des femmes bienfaitrices pour les peuples du monde. Merci au maire de Biarritz de nous accueillir dans sa ville. Merci à toutes les autorités compétentes de l'État, de l'UNESCO. Merci de nous avoir invités pour parler de la femme, que je suis de mon île natale de Rapa, ici dans l'hémisphère sud du Pacifique de la Polynésie française. À vous qui êtes venus de loin pour apporter vos témoignages de vos travaux dans vos pays respectifs, je voudrais vous adresser mes respectueuses salutations. À toutes celles et tous ceux qui sont venus écouter et partager le pouvoir avec les femmes pour construire le meilleur des mondes demain, je vous adresse mes sincères salutations. À toutes celles et à tous ceux qui sont venus écouter et partager la voix des femmes, je voudrais leur adresser mes salutations polynésiennes. J'aimerais aussi remercier particulièrement mon ami Ronald Théory, un frère qui m'a parlé de ce colloque et m'avait demandé si je pouvais me joindre à vous aujourd'hui et parler d'un de mes thèmes favoris et qui me préoccupe énormément jusqu'à aujourd'hui, la femme et le droit foncier de l'île de Rapa. Je vais vous parler de mon parcours sur la revendication collective de notre pays ancestral colonisé par l'État français depuis avant 1880 à nos jours. Vous êtes certainement étonnés de voir devant vous une femme blanche de peau et aux yeux bleus. Laissez-moi vous livrer rapidement ma généalogie pour vous dire qui je suis et d'où je viens et où je vais. C'est une coutume polynésienne qu'après les salutations de se présenter. Qui je suis? Je m'appelle Ruti Charlotte Maké Pico Dalini Dassine de Rapa. Je suis née dans l'île de Rapa, ici dans l'hémisphère sud de la Polynésie française. Ma mère est une native de l'île et mon père était français, muté par l'administration pour installer le centre météorologique à Rapa. J'ai été adoptée coutumièrement par mon arrière-grand-père maternel, puis par ma grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis j'ai vécu auprès de ma mère et de mon beau-père avec leurs 3 enfants en Suisse où j'ai fait mes études. J'ai fait l'école des beaux-arts et l'école d'art appliqué pour devenir couturière. Je me suis mariée et j'ai eu un fils qui avait 14 ans et qui me demanda qui était mon père. Parce que mon père ne m'avait pas reconnu à l'époque. Il était passé par là et avait donc trouvé en ma mère une jeune femme de 17 ans, une compagne. Et donc me voici, comme ma collègue vous a parlé, lorsque les Blancs arrivaient, eh bien, on se faisait un enfant. Pas simplement, c'est pas pour aller avoir des relations sexuelles, mais c'était pour faire des enfants blancs. Et moi, j'ai été fabriquée de toutes pièces. Et donc, je ne ressemble pas à ma mère, je ne ressemble pas à ma famille polynésienne, je ressemble à ma famille française. Alors, je voudrais qu'on mette un peu des photos anciennes, les 01, 02, les anciennes photos, s'il vous plaît. Attendez. Je vais vous montrer comment la vie était avant et comment les personnes vivaient. Les anciennes 0, 0. Des photos.
Ça ne fonctionne pas. Ah, la clé? Bah, évidemment. Pardon. Excusez-moi, je voudrais vous montrer un peu la vie ancienne, hein, des photos anciennes, c'est-à-dire les plus anciennes que nous avons pu trouver, qui est de M. Stock. Et donc, on voit un peu comment les natifs habitaient. Voici mon arrière-grand-père, hein, qui m'a adopté depuis que je suis née, et donc qui a voulu que je naisse, hein, d'un nom blond. Je vous dirai pourquoi. Et on peut continuer. Voici donc des familles polynésiennes où il y a des personnes qui sont arrivées aussi, des scientifiques venus découvrir ou faire des recherches à Rapa sur les espèces endémiques et aussi essayer de trouver s'il y a du charbon, s'il y a de l'or, s'il y a des diamants. Voilà, donc ils avaient été donc envoyés par le Bishop Museum de Hawaï. Et donc nous avons donc, voici l'île de Rapa. C'est une île haute dont le sommet, la plus haute, fait 634 mètres. Et donc là, c'est le village à l'ancienne. Donc on a le temple parce que là-bas, il fallait bien christianiser donc, et enseigner l'écriture. Donc nous avons ce temple qui a été démoli. Voici la baie de Rapa, qui est une des plus belles baies, hein, du monde, et dont on voulait faire la capitale de la Polynésie, parce que les bateaux donc, descendent de l'Australie vers Valparaiso, et donc en passant par là, pouvait donc être rempli par du charbon pour continuer son chemin. Donc on voit les femmes à l'ancien temps donc laver la vaisselle, la lessive dans l'eau, parce que bon, le tissu est arrivé, hein, on avait des tapas, on avait des feuilles et tout ça. Lorsque le tissu est arrivé, les savons sont arrivés, donc il fallait donc laver et lessiver le linge. Et voici donc la case où je suis née. Donc je suis à l'intérieur, hein, de cette case-là, on ne croirait pas, mais oui, on continue. Voici donc ma famille, et on continue toujours. Et donc il fait froid à Rapa, vas-y. Et là on voit, lorsque Tora Yardal est passé à Rapa, où on a fait des fouilles, parce que Rapa a 12 forts anciens, et Tora Yardal a fait les fouilles d'un fort, et ce sont les femmes qui sont allées travailler et qui percevaient de l'argent. Pas beaucoup d'argent, mais les femmes se sont avancées à dire « nous voulons gagner de l'argent », et donc elles sont parties pour faire les fouilles. Ce grand homme qui est devant est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et voilà, donc Tora Yardal, donc une fois les fouilles terminées, a planté le drapeau et tout. Et on continue. Donc, oui, le Kon-Tiki. Tora Yardal, si vous connaissez le Kon-Tiki, Tora Yardal, c'est lui qui a fait la traversée donc, de l'Amérique du Sud et qui est arrivé à Toreya avec le Kon-Tiki. Hein, c'est un Norvégien. Et donc, il est venu aussi à Rapa pour faire des fouilles. Il est allé à Rapa Nui et après à Rapa Iti, donc cette île-là. Et là, on voit ma mère aussi, là, avec sa pioche, là, avec le petit pantalon, là, qui est tout à fait à la gauche, à votre droite. Hein, donc, c'est ma mère. Hein, donc, là, j'étais née, j'avais 2 ans. On continue. Et donc, voilà comment les femmes, à cette époque, s'habillaient. Et c'était des vêtements qui avaient été envoyés par des bateaux chiliens, par des bateaux français, par des bateaux anglais, donc qui envoyaient du linge là-bas, parce qu'ils n'étaient pas habillés comme ça. Hein, donc ce sont les explorateurs qui sont venus. Alors l'île a été découverte, je dis entre guillemets, par comment il s'appelle, Rovegen, qui est un Hollandais qui est passé par là.
et qui décrivait l'île qui était habitée. Il estimait à peu près à 5000, entre 5000 et 10 000 habitants dans l'île. Alors, là, tu peux faire défiler le film sans tenir compte de moi. Hein, tu peux continuer jusqu'à la fin. Et puis, donc, ce que je voudrais donc arriver là, j'ai fait mes études donc en Suisse, je suis revenue à Tahiti et j'ai fait un rêve étrange et que j'ai raconté à ma grand-mère. Dans notre famille, nous faisons des rêves. Nous avons des messages par les rêves. Et donc, moi, j'étais spécifiquement très sensible à ça. Et ma grand-mère me demandait presque tous les matins est-ce que j'ai rêvé? Et de lui raconter mes rêves. Et un jour, j'avais eu un rêve qui était très étrange et qui m'avait beaucoup perturbée. Et je lui ai raconté. Et elle m'a dit, écoute, maintenant tu vas aller voir le chef de famille, qui est son frère, et tu vas lui raconter ce rêve. Et je suis allée raconter ce rêve. Et donc j'avais 23 ans. Et pourquoi elle écoutait mon rêve toujours? Parce qu'à 10 ans, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Et chez nous, chez les Polynésiens de notre île, chez les Rapas, on regardait beaucoup les enfants qui ont reçu hein, des visites étranges hein, dans les rêves ou qu'il leur arrive quelque chose d'étrange. Et donc j'ai eu cet événement étrange et donc j'ai été initiée à l'âge de 10 ans par mon grand-oncle qui est le grand chef de notre famille. Et à 10 ans, recevoir l'initiation, je vous dirais que c'est très lourd à porter. Et à 10 ans, on m'a dit que j'avais une mission à accomplir. Et quelle mission? Donc à 23 ans, j'ai ce rêve, je raconte à mon oncle, à mon grand-oncle, qui est le frère de ma grand-mère, et qui me dit, écoute ma fille, si tu te dévies de ta mission, on viendra te chercher. Tôt ou tard, tu devras venir, et peut-être ça sera trop tard pour ton travail, ça sera trop pénible. Plus tôt que tu viendrais pour remplir ta mission, plus facile ça sera. Et plus tard tu viendras, plus dur ça sera. Et donc je n'ai pas voulu l'écouter, je suis partie. J'ai voyagé, j'étais à Wallis et Futuna, pensant que j'étais en train de dévier ma mission. Pas du tout. J'entrais dans ma mission. J'étais en mission. Je devais connaître donc tous les procédés coutumiers, parce qu'il n'y avait plus à Tahiti, il n'y avait plus à Rapa, il n'y avait plus nulle part. La coutume avait été abolie, les us et coutumes. Et donc, à Wallis et Futuna, où je suis allée, c'est là que j'ai découvert la coutume. Comment les traditions se perpétuaient, comment il y avait la royauté, comment il y avait le respect, comment il y avait l'honneur, comment il y avait la dignité, et tout. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, c'est merveilleux. Tous les enseignements de ma grand-mère se revenaient en mémoire et j'ai rencontré donc le roi là-bas et je lui ai dit qui j'étais parce qu'on demande toujours en Polynésie qui tu es. Qui tu es hein? Tu salues et la personne qui te reçoit, il te dit qui tu es. Après, il dit qu'est-ce que tu veux hein? Et où tu vas. Et toujours ces questions vont être posées. Et là, donc, lorsque le roi m'avait dit, de Wallis m'a dit, écoute, qui tu es, il fallait que je puisse montrer ma généalogie. Parler de ma généalogie, qui j'étais, d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Et lorsque j'ai déclaré mes ancêtres, il m'a dit, donc, tu peux travailler, tu sais travailler, tu sais ce qu'il faut faire pour le bien-être d'un peuple. Alors va. Et j'ai enseigné donc dans les villages aux femmes l'artisanat, à moderniser leur artisanat pour gagner de l'argent. Au bout de 3 ans à Wallis, je suis partie aux Antilles et pensant toujours être déviée de mon chemin, hein, de ma mission,
je suis entrée aussi dans le chemin de ma mission, où j'ai appris à comprendre notre peuplade qui souffrait, donc aux Antilles. J'étais en Guadeloupe. Et là, j'ai appris à libérer la parole. J'ai côtoyé des indépendantistes, c'est vrai. J'ai côtoyé cette liberté de parole, de pouvoir parler et d'être asservi, de ne pas pouvoir parler et d'être... lorsqu'on faisait taire les gens, et ça m'avait beaucoup touchée. Et en 1990, je suis rentrée à Tahiti. Et ça, par un événement aussi bizarre, mon fils, on revenait de l'école, mon fils cadet, qui me dit « Maman, on doit rentrer chez nous. » Je dis, ben non, on est chez nous ici. C'est ici qu'on habite. C'est ici qu'on va habiter. Qu'on habite. Non, maman, on doit rentrer. C'est important de rentrer parce que je ne parle pas ma langue. J'ai bien regardé mon fils et je me dis, mais pourquoi il dit ça? Il dit, maman, c'est-à-dire ma grand-mère, maman, va me manger les oreilles si on ne rentre pas et si je ne parle pas ma langue. Il avait 11 ans. Vous savez, j'ai pris ma valise 2 jours plus tard. Avec mon fils, nous sommes partis. J'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie. Et arrivé à Tahiti, le bateau partait 3 jours plus tard pour Rapa. Et je m'étais dit, ma mission était là. Je suis allée à Rapa, ma mère y habitait. J'ai laissé mon fils avec elle, auprès d'elle. Et je suis revenue à Tahiti en pensant que je devais trouver mon chemin. Et donc, en arrivant à Tahiti, je cherchais du travail et le moment où je devais aller à mon premier jour de travail, une cousine que je n'avais pas vue de longue date, qui m'appelle et qui me dit « Roti, Tati veut te voir ». Je dis « C'est quoi ?» Je l'écoute, je la suis et dans la salle où je suis entrée, il y avait un signe que j'avais vu dans mon rêve. Et ce signe-là, je devais suivre. Et donc ma tante qui me dit, je te cherche, j'ai besoin de toi. Je suis restée là et j'ai dit, je reste, je ne suis pas allée travailler. C'était mon premier jour de travail. Je me suis dit, là, ma mission était beaucoup plus importante et notre association est née. L'association Opalo Palo Yarapa, pour défendre les intérêts et notre propriété. Et pourquoi je suis arrivée à parler de la propriété? Parce que mon père français que j'ai rencontré entre-temps, en Amérique, j'ai vécu avec lui 3 mois et j'ai appris à le connaître. Alors mon père qui est un noble français, et donc qui m'a parlé des terres, qui m'a parlé de l'histoire de France, qui m'a parlé de beaucoup de choses que je ne connaissais pas du tout, et qui m'a dit, ma fille, j'aimerais que tu revendiques Rapa pour toi, pour ta famille. Pardon, papa, je m'excuse, mais je t'ai pas compris. Oui, j'aimerais que tu puisses revendiquer l'île pour toi et ta famille. J'ai dit, là, je ne te suis pas. Et puis il me dit, tu le peux faire parce que cette île n'a jamais été revendiquée. Ta famille, parce que je suis issue d'une famille, de la famille royale de Rapa, et j'étais très étonnée, je me disais, mais il y a quelque chose qui... Je ne captais pas du tout. Hein? Je ne captais pas. Mon papa blanc me dit que je dois revendiquer la terre de mes ancêtres, de ma famille native. Je ne comprenais pas. Puis, je suis rentrée à Tahiti et lorsque j'ai rencontré cette tante, c'est là que j'ai vu ma mission arriver et je me suis dit, là, nous allons revendiquer Rapa de manière collective. Je n'ai pas voulu le faire moi, Roti. J'ai voulu que toute ma famille soit associée à cet événement qui est un événement extraordinaire. Ce qui s'est passé en 90, j'étais dans une conférence internationale FNIP, Free Nuclear Independent Pacific,
Et j'ai vu des personnes qui parlaient du foncier, de la colonisation, de beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en avais eu des bribes bien avant, en 92, parce que j'avais rejoint donc, le parti indépendantiste de Tahiti. Je voulais connaître et savoir qu'est-ce qui se passait chez les indépendantistes, pourquoi tant d'acharnement pour pouvoir atteindre l'indépendance. Et donc j'ai été parmi ces femmes à militer, à faire des banderoles, à faire des drapeaux, j'ai manifesté pour pouvoir avoir cette indépendance. Et lorsqu'en 99 je suis entrée dans cette conférence du Pacifique, c'est là que je me suis dit que ça devenait de plus en plus important, ma mission. Et il a fallu que je trouve des Maoris pour m'y aider. Alors ces Maoris, ces femmes Maoris ont le même totem que moi. Parce que dans notre famille polynésienne, lorsque on a le même totem, on doit s'entraider. Et ces Maoris de Nouvelle-Zélande, comme je connaissais leur totem, parce que je les avais rencontrés bien avant, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'une résolution au sein de cette organisation pour pouvoir revendiquer notre île de Rapa. Bingo. Elles m'ont aidé à créer, à faire cette résolution. Et lorsque le dernier jour, les résolutions ont été adoptées, la résolution a été lue et personne n'a été contre cette résolution. Ça a été mon premier pas vers la victoire. Puis, donc, je suis rentrée avec cette résolution et j'avais commencé déjà à faire des pétitions auprès de ma population. Hein, donc, qui était à Tahiti, on était à peu près, on est 3000 personnes à Tahiti. À Rapa, on n'est que 500 personnes. Et j'ai récolté 2500 signatures pour revendiquer Rapa de manière collective, pour reconnaître nos conseils des Tohitu. Une personne me parlait d'un chiffre 7. Voici le 7. Le Tohitu, c'est-à-dire les 7 chefs, hein, les 7 gardiens, les 7 juges, les 7 sages. Et donc, nous avons revendiqué, et donc ces sages-là, ils faisaient partie de la commune. C'est-à-dire, on avait fait ça par un conseil des sages communal. Là, je les ai volés à la commune, et je me dis, non, ça va devenir notre conseil à nous de famille. Parce que la commune avait calqué notre conseil communal, notre conseil des chefs, pour être un conseil communal, un conseil des sages communal. Et donc, je n'ai fait que le prendre bien. Et donc, j'ai fait faire signer des documents à ce conseil des sages pour reconnaître notre paternité, hein, de notre bien, notre pérennité sur notre sol et notre héritage ancestral à travers nous, les enfants qui vivons aujourd'hui, que les premiers occupants de cette île étaient des occupants polynésiens. Rapa, c'était pas des Français, c'était pas la commune, c'était pas la France, c'était pas les militaires qui sont venus nous faire signer des documents qui étaient les premiers occupants, c'était nous. Et j'ai parlé à ma famille en disant que c'est un, comment dire, c'est un droit international. Lorsque tu découvres une île dans le Pacifique où il n'y a personne, tu as le droit de revendiquer. Il n'y a personne. Donc il y a une île qui est dans le Pacifique, c'est comment s'appelle cette île déjà, qui est vers le Mexique, non, qui est française. Ad vitam aeternam. Clipperton. C'est une île que la France a revendiquée et devant les Nations Unies de l'époque avait fait juger pour avoir la paternité de cette découverte de l'île où il n'y avait personne. Et l'île Clipperton est
française ad vitam aeternam. Mais la Polynésie, donc, et mon île, ne sont pas vitam aeternam, la possession de la France. La France est venue donc posséder ces terres au nom du roi en premier lieu, puis au nom de la République, et nous avons toujours été une région militarisée. Et aujourd'hui, notre capitale Papeete se trouve en France. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, les femmes, les hommes qui sont là-bas, ça nous tourne la tête. On est à 25 000 km de la France et notre capitale de Papeete se trouve en France. Je peux vous montrer mon passeport. C'est écrit. Mais c'est terrible. La seule personne... Je suis née en France. Aujourd'hui, on m'a catalogué être née en France. Et la seule personne qui soit donc née en Polynésie, ou bien qui soit en Polynésie, c'est le haut-commissaire. Et le haut-commissaire, c'est l'administrateur de nos biens. Nous avons 5 administrateurs dans les îles. Ce sont des militaires qui administrent nos biens avec la loi régalienne, avec le code civil français, tout français. Il peut y avoir des lois ici en France que nous n'avons pas en Polynésie. Vous vous rendez compte? Lorsque la parité est arrivée ici en France, nous ne l'avions pas là-bas. Et on nous dit qu'on est en France. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc au niveau de notre revendication, je reviens là-dessus parce que c'est très important pour nous les femmes de notre pays, de notre île de Rapa. Mon travail, lorsque j'ai été élue présidente, depuis 1990, de notre association coutumière et familiale, mon travail, c'est d'aller parler tout azimut de cette revendication, de notre travail, de notre propriété inaliénable, que la France ne peut pas nous enlever et que nous sommes les propriétaires jusqu'à notre droit maritime, jusqu'à notre droit aérien, jusqu'à nos droits de sous-sol. La Polynésie a renoncé, c'est-à-dire je parle de la Polynésie, de Tahiti et ses îles et ses dépendances, des marquises, ils ont renoncé à tous leurs droits fonciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faire le cadastre. Ils ont fait des cadastres. Chez nous, nous n'avons pas de cadastre. Nous ne voulons pas de cadastre. Parce que le cadastre va nous donner des règles françaises qui va faire que nous allons renoncer à nos biens, à nos sols. Le droit du sol, on va nous l'enlever. Donc nous renonçons à ce cadastre. Et aujourd'hui, lorsque beaucoup de femmes n'ont plus de terre, les enfants sont dans la misère, et on vient saisir leur terre pour un peu d'emprunt à la banque qui n'arrive pas à rembourser. Les terres qui ont été là-bas ont été données aux colons, à des coopératives agricoles, à des personnes qui sont venues en Polynésie pour planter des mangues, des copras et tout. Et 30 ans plus tard, ils sont devenus propriétaires. C'est atroce. On nous a volé nos terres. Notre terre, notre mère nourricière. C'est ça, c'est la terre qui est notre mère nourricière. Et c'est désolant que ces hommes qui affectent finalement le cœur même des Polynésiens, qui est la terre nourricière. Et tous ces colons ont fait souche, sont restés avec des natives, et donc ont eu des enfants, et naturellement ne veulent pas rétrocéder toutes ces terres qui ont été dévoyées, qui ont été volées. Et donc aujourd'hui, nous avons donc le titre de propriété de Rapa. Nous l'avons donc avec toutes les signataires, avec toute ma famille, les signataires, nous avons donc enregistré un document que nous renonçons au cadastre, mais nous ne renonçons pas à notre propriété.
Donc j'ai été présidente de la section polynésienne de la Ligue internationale des femmes pour la liberté jusqu'en 2015. Et je suis allée aux Nations Unies pour faire reconnaître notre nation. Et donc mon travail aujourd'hui, c'est de faire reconnaître la nation Rapan. Et c'est ce que je demande à tout peuple qui ont du lobby aux Nations Unies, de nous aider à faire reconnaître notre nation Rapan. Nous avons une langue, nous avons un pays, nous avons un titre de propriété que la France a daigné tamponner, que j'ai envoyé partout à tout le monde pour qu'ils mettent leur sceau dessus et pour reconnaître notre légitimité sur notre propriété. Et donc, c'est ça mon travail de femme aujourd'hui, par cette vision, par tout ce travail et tout ça. Non pas d'aller contre les Français, non. Je suis française par mon père, mais de rétablir la justice, de rétablir le droit du sol, de reconnaître les nations qu'ils ont colonisées et surtout de restaurer et de demander pardon. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont venus en Polynésie et ils ont prôné des monts et merveilles. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont détruites. Ce que je souhaite de la moitié de mon côté français, c'est de dire à la France, demandez pardon. Parce que les Polynésiens, c'est ce qu'ils attendent. Les gens qui ont été colonisés, ils demandent qu'on leur demande pardon. Ils veulent avoir ce mot de la France, pardon. Pardon pour tout le mal qu'on vous a fait. C'est ça, restaurer. C'est ça, guérir des blessures. C'est ça, passer à une autre étape de la construction de notre monde nouveau. Et c'est ça le partage de l'amour que nous devons aujourd'hui. Le passé, c'est passé. Mais nous allons construire demain. Voilà, merci beaucoup.